Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, une campagne Facebook en Iran pour la liberté des femmes, Apple qui va peut-être effectuer le plus gros rachat de son histoire et un œil du net pour le moins terrifiant. Reste avec nous, on commence tout de suite. On débute cette émission par l'application Snapchat qui, je vous le rappelle, permet d'envoyer des messages qui sont supposés s'auto-détruire au bout d'un certain temps. D'après la Commission fédérale américaine de la concurrence, Snapchat mentirait à ses utilisateurs sur la sécurité de leurs données personnelles. C'est très grave comme accusation. Elle affirme qu'il est très simple de sauvegarder les photos envoyées sur l'application. En principe, lorsque l'utilisateur auquel vous envoyez votre message effectue une capture d'écran, vous recevez une alerte. Mais ça, c'est dans la théorie. Selon la Commission américaine, il est très facile de réaliser des captures d'écran du message sans qu'elles soient détectées et donc une trace du message est sauvegardée. Et à ce problème s'ajoute celui du vol des données. En janvier dernier, un groupe de hackers avait réussi à s'introduire dans le système de Snapchat et à publier les données de 4,6 millions d'utilisateurs. Snapchat, de son côté, affirme prendre le problème très au sérieux. Nous suivrons évidemment le dossier de très près. Allez, on parle un peu high-tech. Qualcomm, le géant américain de l'équipementier en téléphonie mobile, s'intéresse de très près à l'entreprise israélienne Velocity. Alors, Velocity, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est connue pour créer des puces sans fil ultra puissantes pour appareils mobiles. Et ces puces sont tellement performantes qu'elles rentrent en concurrence avec Intel. La transaction, si elle est validée, devrait s'élever à 300 millions de dollars. Regardez comment la technologie Velocity fonctionne. Je vais vous demander d'être très concentré parce que c'est assez pointu. Je vous avoue que j'ai dû voir la vidéo plusieurs fois, que je ne suis pas toujours sûr de tout comprendre. La vidéo que vous allez voir parle de la puce VGIT créée par l'entreprise israélienne et qui permet de gérer des données lourdes et de télécharger rapidement. Concentrez-vous, c'est assez compliqué. Bienvenue chez Velocity, société pionnière dans le Wi-Fi WiGit. Ce que vous voyez ici, ce sont 26 paires d'ordinateurs WiGit alimentés par la technologie WiGit WBE. 72 émetteurs-récepteurs en tout qui fonctionnent simultanément en utilisant une technologie rapide de faisceaux lumineux. Comme vous pouvez le voir, ces appareils sont très proches l'un de l'autre, une dizaine de centimètres, ce qui exploite la séparation spéciale de 60 GHz et la possibilité d'obtenir un trafic ultra performant sur la même chaîne. Par ailleurs, les ordinateurs copient simultanément leurs dossiers sur un disque dur externe 3G. Voilà, très clair. Si vous n'avez toujours pas compris, venez me voir sur Twitter, je vous expliquerai. Et nous recevrons, notez que nous recevrons cette semaine le journaliste israélien qui a révélé ce dossier. Nous le recevrons cette semaine dans l'émission sur le web. Il pourra donc tout nous expliquer en espérant qu'il soit très clair. Voilà, on laisse de côté ce sujet et on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour nous mène en Iran où des femmes risquent la prison pour oser poster d'elles des photos non voilées sur Facebook. Je rappelle qu'en Iran, les femmes n'ont pas le droit de se montrer en public sans voile, ni de porter des habits trop moulants, ni de dévoiler une trop grande partie de leur corps. Et c'est cette interdiction qu'elles bravent sur Facebook en contournant donc également au passage l'interdiction d'utiliser ce réseau social. L'initiative nous vient de la journaliste iranienne Massir Alinejad qui est exilée au Royaume-Uni. C'est elle qui a lancé la première, la photo avec le hashtag Liberté furtive. Rapidement, une page Facebook a été créée. Elle rassemble à l'heure où je vous parle plus de 130 000 internautes. Chaque image est postée avec un texte sur cette photo. Et en réaction à ce mouvement, des centaines d'hommes conservateurs ont manifesté à Téhéran pour demander au gouvernement de se pencher sur la question afin de, je cite, préserver la chasteté dans le pays en Iran. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Ramin Parham. Bonjour. Bonjour. Vous êtes opposant iranien, vous êtes écrivain et vous vivez à Paris. Qu'est-ce que ce mouvement nous dit sur la société iranienne de 2014 ? De toutes les tensions qui travaillent cette société iranienne en profondeur. Ce n'est vraiment pas la première fois, ni la première fois que Facebook ou d'autres technologies sont utilisées. Juste un rappel historique. En 1979, peu avant la prise du pouvoir par les islamistes, Khomeini était revenu des Yvelines en Iran. De toute l'intelligentsia iranienne, c'est une femme, une romancière qui prend la plume pour défendre la liberté et mettre en garde la société et les intellectuels et les écrivains et l'intelligentsia iranien.
contre l'infamie qui pointait à l'horizon. C'était en 1979. C'était déjà en 1979. Cette même année, après la prise de pouvoir des islamistes en février 1979, la première manifestation contre les islamistes, le 8 mars 1979, c'est toujours les femmes. C'est les femmes iraniennes qui descendent dans la rue pour la première fois pour manifester contre le voile obligatoire qui était l'un des tout premiers décrets des islamistes arrivés au pouvoir. Donc les femmes iraniennes ont une longue vraiment histoire depuis Mais Ramin, comme souvent dans ce genre de mouvement, on aime en parler en Occident, mais est-ce que dans la réalité, est-ce que ça contribue au moindre changement sur place? Oui, beaucoup, parce que vous venez vous-même de le dire dans votre présentation du dossier du jour. Il y a eu donc une contre-réaction de la part des islamistes qui ont organisé une manifestation dans la rue iranienne à Téhéran pour manifester contre le manque de respect, selon eux, pour le hijab, le voile islamique, et pour demander aux autorités une plus grande fermeté. En règle générale, ce qui se passe en ce moment en Iran, dans un contexte régional tendu, vous le savez, dans un contexte régional diplomatique nucléaire très tendu, avec les discussions qui ont lieu à Vienne, il y a également cet aspect-là, c'est-à-dire vous avez cette population et les différentes couches de cette population, notamment les femmes et les jeunes, qui demandent plus de liberté, et ce sont donc des tensions profondes qui travaillent cette société. Ramin, je vais vous lire une citation, un passage qui a été écrit sur Facebook par l'une des internautes qui a posté sa photo sans voile. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce qu'elle a écrit. « Ma terre natale est pleine de mouvements furtifs. On rit, on danse, on chante, on s'embrasse et on s'enlace furtivement. Et notre gouvernement vole, tue, viole et fouette furtivement. » Est-ce que vous êtes d'accord ? Furtivement, je dirais ouvertement. Parce que les pendaisons, vous le savez très bien, vous qui suivez Internet, l'espace virtuel, vous savez très bien, les pendaisons sont publiques. On pend les jeunes, on pend les gens en Iran, on les exécute en les pendant à des grues sur la place publique, à l'aube ou au coucher du soleil. Donc le gouvernement ne fait pas ça de manière furtive. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant sur cette page Facebook, où il y a plus de 130 000 personnes, comme vous le disiez, qui suivent déjà cette affaire, c'est que vous avez des messages en persan accompagnés de photos, mais vraiment des quatre coins de l'Iran. Moi-même, j'étais étonné de voir, par exemple, des filles qui postent des photos non voilées, des selfies non voilées, venant des villages que je connais, qui sont vraiment des endroits reculés du pays. Et ce n'est pas seulement de Téhéran ou des grandes villes, ça vient vraiment des quatre coins du pays. Et pas de l'étranger, ça vient vraiment de l'Iran. C'est surtout ça qu'il faut souligner, c'est que ça vient vraiment de l'Iran en elle-même. Merci infiniment, Ramin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain, opposant au régime et basé à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On parle d'Apple à présent qui pourrait bientôt effectuer le plus gros rachat de son histoire. Ça concerne l'entreprise californienne Beats Electronics qui fabrique notamment les écouteurs du rappeur Dr. Dre. Vous savez, ces énormes casques assez performants. La transaction devrait s'élever à, tenez-vous bien, 3,2 milliards de dollars. Petite piqûre de rappel sur ce que sont ces casques audio. Vous avez compris que c'était évidemment une publicité pour les différents coloris de ces casques ultra puissants. Et en plus des fameux casques, Apple voudrait surtout racheter le service de streaming musical Beats.
Voilà pour le côté Internet. Et ça se comprend parce que iTunes, le service d'écoute de musique en ligne d'Apple, commence à perdre du terrain. Il faudrait donc se rattraper. Si ce rachat est confirmé, il marquera un changement dans la stratégie d'Apple. Jusqu'à présent, le géant américain rachetait des technologies ou des services de pointe peu connus. Au cours des 18 derniers mois, Apple a racheté énormément de startups, mais aucun de ces rachats ne dépassait le milliard de dollars. Donc Beats, je vous rappelle, 3,2 milliards de dollars si c'est confirmé. On se projette à présent dans le futur. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, la FDA, a donné son accord vendredi à la première prothèse de bras qui permet aux personnes équipées d'effectuer des gestes de la vie quotidienne comme tourner une clé, manger ou faire la cuisine. Les mouvements sont effectués par le bras grâce à des signaux électriques. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir une vidéo à quoi ça ressemble, c'est très clair. Concrètement, ça fonctionne avec des électrodes placées près de l'endroit où le bras artificiel est attaché. Ces électrodes détectent l'activité électrique produite par les contractions musculaires. Ces contractions sont ensuite transmises à une puce qui les transforme en mouvement. Regardez à quoi ça ressemble, c'est un espoir pour les personnes amputées. Voilà, je précise que l'essai clinique a été effectué avec le ministère des anciens combattants. Les résultats ont montré que 90% des participants à l'étude ont pu effectuer des mouvements que leur prothèse ne leur permettait pas d'effectuer jusqu'à présent. Donc c'est un vrai espoir pour eux. On reste aux États-Unis où le géant de la distribution en ligne Amazon est à nouveau accusé d'abuser de sa position dominante. Cette fois, ça serait en perturbant la distribution de livres publiés par les éditions Hachette afin d'obtenir les meilleures conditions exigées par Amazon. Alors, comment ça se traduit dans les faits? Eh bien, Amazon annoncerait des délais sur son site de livraison exagérés sur certains des livres de Hachette. Il jouerait sur les prix ou alors, tout simplement, il recommanderait d'autres auteurs pour détourner les acheteurs de leur premier choix. Le but serait de faire plier Hachette et ainsi dicter à la maison d'édition les conditions de Amazon. Et étant donné qu'Amazon est leader dans le domaine de la vente en ligne de livres, les maisons d'édition s'inquiètent bien entendu de cette affaire. Plusieurs auteurs se sont insurgés contre cette méthode et comparent Amazon à un Poutine qui masserait ses troupes à l'entrée de l'Ukraine pour faire pression ou à un despote qui userait de ses pouvoirs pour terroriser. Rien que ça. Allez, avant de passer à l'œil du net, je ne peux pas ne pas mentionner le concours de l'Eurovision de samedi soir dernier. J'ai le sourire rien que de dire le mot Eurovision. La France, vous le savez, est arrivée à la dernière place du classement. L'Hexagone est habitué au mauvais score à l'Eurovision. Mais là, 2 points uniquement, le record de la nullité est battu. Sur Twitter, la France est devenue la risée du web. Regardez, le hashtag pour France, pauvre France était l'un des mots-clés les plus utilisés. Regardez, le 3e en partant de la fin. Regardez à présent quelques tweets. Ça n'était vraiment pas le meilleur nuit pour la France, pauvre France. C'était le premier tweet. Ils ont chanté à propos d'une moustache et ils se sont fait battre par une barbe. Référence évidemment au candidat transsexuel autrichien avec une barbe qui a gagné. Un Français maintenant très embarrassé, qui envisage de changer de pays face aux résultats de la France à l'Eurovision. Et enfin, un dernier, la honte, le Made in France. Et nous, on va quand même rendre hommage à la prestation française. Voici un extrait de la chanson française à l'Eurovision. Deux points, ils sont arrivés derniers. Ça a presque pu faire partie des sujets décalés de l'œil du net, mais voici le vrai sujet décalé du jour. Voilà l'œil du net. Voici une scène qui, honnêtement, si elle m'arrivait, pourrait provoquer chez moi un infarctus, mais quand on la voit de l'extérieur, c'est assez drôle. Ty vole, já si asi na záchod skočím, co? Jo? No většinou nejdeš se vyšlo. No. Teď se už to držím, tyjo. Ty vole, co tam bylo? Kurva.
Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Ten tam byl, ty vole, co ty vole? Co to je? Kde to je? Kde to je? Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations en provenance du net. Et on se quitte avec Tel Aviv, vu depuis un drone. C'est Lorraine Tolila qui travaille ici à i24 News qui l'a filmé. La vidéo cartonne sur Internet. Bravo à elle. Voilà, vous qui nous regardez en France, peut-être qu'il pleut. Regardez ces images, les vacances approchent. Bye, vous manquez déjà.